Mesdames, Messieurs, bienvenue à Laval et compagnie. Mon nom est Éric Rémy. Et moi, Amélie Paul. Cette semaine, Raphaël dit Rado, un producteur et agent d'artiste de Laval, viendra nous présenter son plus récent projet. J'aurai la chance de m'entretenir avec Frédéric Dion. Il est cet explorateur et aventurier qui a traversé l'Antarctique en 55 jours, tiré par un cerf-volant sur des skis. Une nouvelle collaboratrice, Caroline Lessard, viendra nous expliquer comment et pourquoi la Ville de Laval prend le tournage numérique vers les données ouvertes. Préparez vos espadrilles, la marche de l'espoir au profit de la Société canadienne de la sclérose en plaques arrive à grands pas. Laurence Coutu-Paquin nous fera connaître le SBEVA, qui est le service bénévole Vimont-Auteuil. Cassandra Prinville nous fera la différence entre faire affaire avec un agent et un courtier immobilier. Et Nicolas Vincent Poirier nous dira si le coffret de House of Cards vaut la peine d'être ajouté à notre collection personnelle de DVD. L'édition de la semaine du 27 mars 2016 de votre magazine Laval et compagnie débute à l'instant. Aujourd'hui, on parle de musique avec Raphaël dit Rado. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Excuse-moi pour ma petite voix. Je la perds un peu ces temps-ci. Raphaël, on parle de musique aujourd'hui. Je veux savoir, en fait, tu lances ton album. Exact. Je veux savoir un peu d'où t'es venu en premier cette passion-là pour la musique. Tu sais, toi, tu t'es dit, du jour au lendemain, moi, j'ai le goût de faire de la musique. C'est un peu ça qui est arrivé. Très bonne question. Écoute, depuis les 15 dernières années que je navigue à travers la musique, donc le pop, le dance, la disco avec les influences de mes parents et puis des amis de proche ou de loin, donc des connaissances dans la musique. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai commencé à écrire, j'ai commencé à rapper ultérieurement, jusqu'à temps qu'il y ait des contacts qui se fait dans mon network au niveau musical et de l'industrie artistique ici et ailleurs. Qu'est-ce qui est arrivé avec cette compilation-là? C'était un rêve de jeunesse dans le temps des MC Mario, des Big Shiny Tunes, des Dance Mix. Donc, de mettre ça en œuvre en 2016 avec des collaborations à gauche et à droite d'artistes et de producteurs et aussi de réalisateurs sur cette compilation. Toi, depuis que tu es tout jeune, tu t'es dit, genre, c'est mon rêve, moi. C'est une vocation. C'est une vocation qui s'est vraiment développée depuis les dernières années. C'était pas vraiment d'être auteur, compositeur, interprète qui était ma vocation. C'était vraiment au niveau de la gestion en arrière, donc d'orchestrer tous ces projets-là. As-tu eu beaucoup de support? Support familial, support ami, support... Qu'est-ce qui arrive, c'est que les médias, ils me supportent énormément depuis la dernière année. Donc, les radios ici et ailleurs, télévision comme ici, sinon les journaux, etc. Mais oui, j'ai eu des collaborations de réalisateurs, dont Ghislain Brindamour, qui a, si on peut utiliser l'anglicisme, tout le mixing, recording de 7 chansons de cette compilation-là, donc 14 chansons originales. Donc, juste de son bar, il me fournit 7 chansons déjà complétées, prêtes à être commercialisées. Bon, ben là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, l'album que tu sors. Exact. C'est quoi comme genre de musique qu'on peut retrouver là-dedans? C'est vraiment un album varié, donc 14 chansons originales avec 13 artistes différents sans les featuring. Donc, ça commence à faire énormément d'artistes variés. Donc, j'ai du pop rock jusqu'à la pop, du dance, même une chanson en espagnol, donc du Latin urban. C'est très up-tempo, très rythmé. Donc, on voit que la rythmique m'interpelle énormément à travers ce projet-là et même dans la vie. Donc, c'est vraiment très, très rythmé. Avec l'émotion qui coule bien. Donc, le tracklist est complètement bien construit. Il y en a vraiment pour tous les goûts, en fait. Exactement. Ça flow bien de la première chanson jusqu'à la dernière. On voit qu'il y a une originalité dans l'ordre des chansons. Puis, quel genre d'artistes on peut retrouver? Est-ce que c'est des artistes plus connus, moins connus, qu'on veut découvrir? Il y en a qui sont un peu plus connus. On a comme Ryan Stevenson, donc le drummer réputé. Oui. Donc, on a travaillé une chanson ensemble. Donc, je suis coproducteur de la chanson. Sinon, N.G. Taylor, un artiste un petit peu plus connu aussi. Sinon, des artistes de la relève comme Young Avs, un jeune qui va pousser dans le dos des Justin Bieber, etc. Sinon, j'ai un artiste qui a collaboré avec Master P, donc le rappeur célèbre de Los Angeles aujourd'hui. Vidéoclip aussi avec plus de 2 millions de views en moins d'1 an sur Internet. Encore là, un artiste latino des États-Unis. J'essaie de prendre la relève, mais en même temps avoir un contenu qui sont déjà bien établis, certains artistes. Donc, plusieurs artistes, Young Avs, encore une fois, N.G. Taylor, Ryan Stevenson et
B1, Sean Mitchell. Donc, beaucoup d'artistes émergents et Ah aussi oui. bien établis. Mais comment, bon, je m'y connais pas super bien dans le milieu musical. Comment tu fais pour approcher ces gens-là, pour qu'ils collaborent avec toi? Tu sais, j'imagine qu'il faut avoir une certaine approche. Exactement, c'est ce qu'on appelle le vendeur. Je veux dire, l'agent, on me nomme un des agents les plus réputés en ce moment. J'ai seulement 32 ans. Et c'est comment qu'on vend le projet, ou du moins comment on approche. C'est l'approche, justement. Donc, comment on vend l'idée, ou du moins la ligne directrice par rapport à un projet. Et puis, ma notoriété, veut pas, dans l'industrie de la musique au C'est Québec, clair. au Canada, commence à se faire très entendre. Ouais, tu vois-tu, je ne vais pas dire de l'admiration, mais tu vois vraiment que ça commence à monter de plus en plus? La notoriété, c'est sûr qu'elle s'établit depuis les dernières années, mais de plus en plus, je te dirais, depuis la dernière année. Donc, depuis mon projet en 2016, une autre compilation qui est un petit peu plus petite, et que je participais à cette compilation-là. Mais depuis cette dernière année-là, je reçois des appels à chaque 5 minutes, si on peut dire ça comme ça. Beaucoup de courriels, beaucoup de PR. C'est ce qui fait la clé du succès dans le Ça, c'est domaine vrai. musical. C'est vrai. Puis, as-tu, je sais pas, comme ça, des futurs projets qui s'en On travaille viennent? déjà sur la compilation Déjà? volume 2, donc Future Hits volume 2, qui Mon devrait Dieu. peut-être sortir cet automne. Donc, on va essayer de créer cette recette-là On va-tu 2 rester à un 3 peu fois. dans le même genre? Oui, parce que c'est ce qui me rejoint le plus. Et puis, les médias me connaissent avec ce style de Ouais. musique-là. Donc, C'est arriver toi. avec... c'est moi, c'est ma personnalité. En même temps, c'est une musique que j'écoute autre que sur mes projets. Donc, c'est quelque chose qui me rejoint, ouais. Puis c'est ta maison de disque. Exactement. Donc, Raphaël Dirado Productions, c'est ma maison de disques. Donc, sur ce projet-là, j'ai pas tout produit, tous les morceaux, mais j'ai quand même produit 4 morceaux sur 14. Mais oui, sous ma maison de disques, on peut retrouver B1, donc un groupe EDM qui spécialise dans l'électronique, le dance électronique en fait, et Sean Mitchell, donc un ami d'enfance aussi qui est plus dans le pop-funk. Donc, c'est vraiment 2 artistes qui sont établis sous mon étiquette, qui se retrouvent aussi sur la compilation. Sinon, je peux produire, on peut dire ça comme pigiste. Exemple, toi, tu as besoin d'avoir de la consultation ou une production, je peux toujours apporter mon support à ce niveau-là. Puis tu as une page Facebook. Exactement, donc Raphaël. Raphaël Dirado Productions. Bon, ben, allez jeter un coup d'œil sur sa page Facebook. Beaucoup de talent. Merci énormément d'être venu en studio. Merci à vous. Puis à bientôt. Merci. Notre prochain invité sera conférencier lors de la 6e soirée bénéfice au profit du CIO. Le CIO étant le Centre d'interprétation de l'eau, ou qu'on appelle communément aussi le Musée de l'eau. Ça aura lieu le 21 avril prochain. Et parmi ses exploits, ses nombreux exploits, il a entre autres traversé l'Antarctique en ski, tiré par un cerf-volant, et ça en 55 jours. Tout le monde le connaît à peu près. Frédéric Dion, merci d'être à Laval et compagnie. Merci de m'avoir invité. C'est une belle conférence à laquelle vous allez nous convier le 21 avril. Vous allez nous jaser de quoi, au juste? Je vais vous raconter mon aventure en Antarctique à travers un message aussi. Moi, j'incite les gens à oser l'aventure, à passer à l'action dans leurs défis, leurs projets. C'est une conférence qui est appuyée de vidéos HD, donc sur scène, il y a l'image, je raconte l'aventure, il y a de la musique. Des fois, je parle à l'image me répond. Ça devient plus comme un spectacle interactif. Vous avez fait ça, votre exploit, parmi les nombreux, dont je mentionnerai les autres, en janvier de l'année dernière, c'est bien ça? Oui. Ça a été quoi votre vie depuis janvier 2015, au juste? Retour avec la famille, j'ai redécouvert tout le luxe, le plaisir, le bonheur d'être dans la société. D'être dans le confort, dans la chaleur. La chaleur. Je passe plus de temps sur le bord du poêle. OK. Mais j'ai donné aussi beaucoup de conférences dans les entreprises, les écoles, les associations. Il n'y a pas beaucoup de conférences grand public, donc là, c'est une excellente occasion, une belle occasion qu'on puisse se rencontrer. Vous dites oser l'aventure, passer à l'action. Ce que vous essayez de faire, c'est de motiver les gens à accomplir leurs exploits ou leurs défis. projets. C'est ça? Parce que l'aventure, c'est plus large que le défi physique, le planeur ou le voyage. Bon, moi, je me sers de ça pour illustrer certains concepts de motivation, de psychologie, de philosophie aussi un peu. Mais on a tous en nous des aventures, des projets. Puis les gens qui ont des projets dans la vie sont les gens qui sont plus heureux, plus en santé et qui vivent plus longtemps. Donc, pour moi, c'est juste d'aider ces gens-là à dépoussiérer un projet et de dire, bon, ben, OK, je vais faire un pas de plus vers cette idée-là, cette aventure-là.
Je vous regarde, vous n'avez pas l'air d'un surhomme, mais pourtant vous avez fait des exploits. Et parmi les exploits, je vais les mentionner. Il y en a quelques-uns, on l'a mentionné, traverser de l'Antarctique en ski, sauver 9 skieurs dans les Alpes, des skieurs russes, passer 4 jours au lac Mistassini, sans eau, sans nourriture, sans équipement hivernal, mais avec votre chien. Et vous avez couru 33 marathons en 7 semaines. C'est quoi la différence entre vous et moi? Là? Parce que moi, je n'ai pas fait ça. Ben moi, j'en ai fait un métier. Mais tout ça, c'est le fruit d'un processus qui a été pas à pas. Hein? Une étape à la fois, je me suis entraîné, j'ai commencé par courir un demi-marathon, puis après ça un marathon, puis un ultramarathon. Et toutes ces aventures-là que j'ai faites dans différents terrains m'ont permis de devenir un meilleur aventurier et d'espérer faire quelque chose de plus difficile. Tout ça m'a mené à l'Antarctique, mais en fait, moi, avant d'aller en Antarctique, j'avais 0 expérience polaire. C'est quoi? C'est l'adrénaline qui vous pousse ou simplement d'établir ou de réussir des exploits dans votre vie? C'est des exploits qui sont d'abord personnels. C'est le plaisir d'essayer de réaliser son plein potentiel. Pour moi, de découvrir aussi des territoires, des endroits merveilleux, extraordinaires où personne ne va. J'ai un grand besoin de liberté et d'aller dans ces endroits-là, pour moi, c'est l'expression la plus pure de la liberté. Vous avez donné plus de 1500 conférences dans 6 pays à travers le monde. Est-ce que l'être humain a besoin de se dépasser? L'être humain est une bébite qui a absolument besoin de se dépasser. Les gens qui ont des projets, ils sont plus heureux, mais aussi, si on n'a pas de projet, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Rien. Commenter les défis, les projets des autres, vivre puis chialer. un quotidien plutôt plate, oui. Qui aime ça se tenir avec des chialeux? Oui. Hein? Donc, il y a comme une spirale ascendante que si on a des projets, tranquillement, on inspire des gens, on attire des gens autour de nous, on fait comme « Ah, c'est bien trippant ces idées, lui, puis j'aimerais ça faire des choses. » Mais si on se met à chialer, à pas avoir de projet, à se plaindre, là, hop, on se découvre des maladies, puis tranquillement, bon. Fait que j'incite les gens à prendre la spirale ascendante. On vous a invité à être conférencier pour cette soirée bénéfice du CIO. C'est quoi votre rapport avec l'eau, justement? Parce que vous, c'était de la glace, beaucoup plus que de l'eau. Bien, d'abord, l'Antarctique, c'est le plus gros réservoir d'eau douce au monde. Là, il y a un beau lien, mais moi, à travers mes aventures, je bois mon eau dans les rivières. J'ai un contact très, très proche de l'eau, très privilégié. Puis je pense que c'est important qu'on préserve cette ressource-là. Quand je fais du camping, j'emmène toujours un sac de poubelle pour ramasser les déchets, pas juste les miens, les déchets des autres, pour que quand je vais à un endroit, quand je reviens de là, c'est plus propre que quand je suis arrivé. Ce musée de l'eau est très important parce qu'il sensibilise les gens à l'importance de l'eau. Vous allez y contribuer avec votre conférence. Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter de notre qualité de l'eau à travers le monde, selon vous? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que plus il y a d'êtres humains, plus il y a de pollution. Il y a des choses aussi qu'on fait qui ont un impact. Là, il y a un pipeline qui s'en vient peut-être. Ça va traverser 100 quelques cours d'eau sur son chemin. Il y a des questions à se poser sur l'humain, son rapport avec la nature. C'est un peu comme une stripteaseuse sur votre frédéricdion.com parce que vous y allez tranquillement en disant que vous avez un projet, mais que vous ne l'avez pas encore annoncé. Oui. Êtes-vous au bord de le dire? Là, ou bien vous avez juste enlevé un morceau de vêtement puis les autres viendront ensuite? En fait, on pose toujours la question, c'est quoi le prochain projet? Oui, j'en ai un projet là. J'ai passé l'hiver à semer des graines. OK. Je regarde les graines qui poussent, puis là, il y en a une qui pousse plus que les autres. Là celui-là, là, je peux dire, oui, là j'ai un projet. Mais là, vous attendez quoi? Le printemps? Le printemps est arrivé, là. J'attends d'avoir des commanditaires? des acteurs clés dans le projet, des commanditaires qui ont été approchés. Ma femme est d'accord. Donc, à partir du moment qu'elle est d'accord, là, on a un grand pas de fait. Alors, il faut rappeler que vous allez être donc le conférencier invité de la soirée bénéfice au profit du Centre d'interprétation de l'eau, qui est aussi appelé le Musée de l'eau, jeudi 21 avril au Centre de congrès Palace de Laval. Il y a un cocktail dînatoire à 17h30, c'est pour les VIP. Et ensuite, à 19h30, vous faites votre conférence qui dure à peu près 90 minutes, c'est ça? À peu près, oui, avec les questions, puis on va avoir des tirages, puis on va avoir du plaisir. C'est une belle occasion de se rencontrer. OK. Alors, je vous donne le numéro de téléphone. C'est le 450-963-9463. 450-963-9463. Ou sinon, vous allez sur Eventbrite ou sinon sur sio.qc.ca.
Vous allez avoir là le lien justement pour acheter vos billets qui vont entre 20 et 150 selon vos moyens et le fait que vous soyez ou non membre du CIO, donc ici de Laval. Bonne aventure. On attend de savoir quelle sera la prochaine. Merci beaucoup. On va se Frédéric. revoir. On se dépasse, c'est ça qu'on va faire. Oui. Merci Frédéric. Merci beaucoup. La ville de Laval devient plus ouverte et plus transparente en prenant le virage des données ouvertes. Mais ça veut dire quoi exactement ça? C'est ce qu'on verra à l'instant avec une nouvelle chroniqueuse qui se joint à l'équipe de Laval et compagnie. Et j'ai nommé Caroline Lessard. Bonjour Caroline. Bonjour Amélie. Bienvenue parmi nous. Merci, ça Alors, fait plaisir. écoute, moi, c'est la première fois que j'entendais cette expression-là. Je ne sais pas si j'étais enfermée quelque part et que je ne suis pas au courant de ce qui se passe dans l'actualité. Mais les données ouvertes, je ne savais pas du tout c'était quoi. Non, bien effectivement, c'est quand même relativement nouveau, mais c'est très, très tendance partout dans le monde. Alors, c'est ça, depuis novembre 2015, la Ville de Laval s'est dotée d'une politique pour ses données ouvertes. C'était d'ailleurs une promesse électorale que le Parti lavallois avait fait. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ça? En fait, c'est différentes données que les États, que les organismes, que les municipalités détiennent, mais qui veulent rendre publiques pour les citoyens, pour les journalistes, pour les entrepreneurs, les commerçants. Alors, c'est vraiment vaste comme données, mais avec Internet, bien, ils peuvent publier ça et les gens peuvent aller s'en servir. Mais c'est surtout utile pour les développeurs informatiques parce que ces données ouvertes-là sont en différents formats numériques. Donc, les informaticiens peuvent aller récupérer ces données-là puis en faire des applications, des sites Internet. Donc, c'est ça qui devient très intéressant. OK, donc ça va donner lieu sûrement à l'apparition de nouvelles applications pour nos téléphones intelligents. Oui. Et pour monsieur, madame, tout le monde, est-ce que ça a un impact quelconque? Est-ce qu'on peut utiliser ça, les données ouvertes? Mais on peut aller consulter les données. Par exemple, sur le site de Laval en ce moment, il y a 14 jeux de données qui sont publiés, dont des sondages qui ont été faits en 2014 sur la satisfaction des citoyens. Mais si on regarde aussi, parce qu'en ce moment, là, le gouvernement du Québec a ouvert un nouveau portail justement pour les données ouvertes. Il y a les 5 grandes villes du Québec qui participent, dont Laval. Donc, il y a Sherbrooke, Québec, Montréal et Gatineau qui sont présents. Puis là-dedans, il y a de toutes sortes d'affaires. Ça peut être les procès-verbaux des réunions pour la Ville de Montréal. Ça peut être les pistes cyclables de la Ville de Québec. Donc, il y a vraiment de tout là-dedans. Là. C'est vraiment au service du citoyen. C'est ça l'objectif final, c'est la transparence et le service aux citoyens. Et avant, c'était pas nécessairement parce que c'était caché, c'était seulement pas disponible. Alors maintenant, on le rend disponible pour tout le monde et la Ville de Laval fait ça pourquoi exactement? Pour être tendance, pour stimuler l'économie? Ça peut être pour les deux. C'est peut-être pas nécessairement pour être tendance, c'est quand mais même pour une promesse stimuler. électorale, Oui. donc c'était pour stimuler c'était stimuler quelque chose. Oui, c'est ça, mais ça peut stimuler, par exemple, les entrepreneurs, les commerçants, parce que, étant donné qu'on a toutes sortes de données, ça peut être des données, par exemple, sur le salaire moyen des Lavallois, selon les secteurs. Alors, tu vois, c'est le genre de données qui pourrait être utile à un entrepreneur qui veut s'installer. Ça peut être aussi des gens de marketing, des entreprises privées qui peuvent aller chercher des informations de ce genre-là aussi sur les Lavallois pour les utiliser pour faire du développement de marché. Par exemple, sur le site de la Ville de Montréal aussi, il y a la liste des locaux vacants. Alors, si Laval venait qu'à publier cette liste-là pour son territoire aussi, bien, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour les entrepreneurs d'aller voir. Mais qu'est-ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est qu'on peut faire des combinaisons puis de données. Par exemple, si on avait la liste des locaux vacants, puis si cette liste-là, elle est géocodée, donc il y a une coordonnée XY, c'est très facile maintenant avec les outils informatiques qu'on a de prendre cette liste-là, de la draguer dans un Google Earth. Puis là, il y a plein de petits points qui apparaissent, donc c'est très visuel. Wow. Puis on peut combiner ça avec un autre type de données. Puis encore là, c'est plus facile de faire des analyses et c'est très visuel. C'est vraiment là, majeur comme données. C'est très tendance, comme je vous disais.
À Montréal, je suis allée à une conférence, sur le genre de données ouvertes, puis c'est incroyable toutes les possibilités qu'il peut y avoir avec ça. Alors, c'est vraiment, l'avenir est vraiment vers là, et c'est super intéressant que Laval emboîte le pas à diffuser ces informations Tout à comme ça. fait. Et puis, je suis curieuse de voir ce qui va en découler, sûrement des applications. Et ça va être très bon pour les entrepreneurs aussi de la région. Merci beaucoup, Caroline, pour cette première chronique. Et puis, on peut se procurer ces données-là sur le site de la Ville de Laval. Sur le site de la Ville de Laval, comme je vous disais, il va en avoir 4 autres de disponibles en avril. Et puis, si vous voulez avoir des nouvelles données, bien, il y a un lien où est-ce qu'on peut aller en faire la demande, et c'est comme ça que finalement le site va se populer. Bien, merci beaucoup, Caroline. Ça me fait plaisir. À chaque année, pas moins de 40 000 personnes dans 160 localités du pays marchent pour cette cause. Notre prochaine invitée est non seulement directrice, mais aussi responsable des événements pour la Société canadienne de la sclérose en plaques, section Laval, Monique Bernatchez. Bienvenue à Laval et compagnie. Bonjour, monsieur. Je connais bien la sclérose en plaques parce qu'il y a un membre de ma famille qui en a été atteint, mais la majorité des gens connaissent le nom, mais ne savent pas quels sont les effets de cette maladie et qui ça touche. Est-ce qu'on peut en jaser quelques instants? C'est une maladie qui affecte le système nerveux central. Donc, ça peut occasionner des engourdissements, un manque de motricité, une difficulté à parler, une énorme fatigue aussi. Donc, c'est très, très immobilisant pour la personne. La personne est très hypothéquée. La seule chose, c'est qu'on commence à découvrir qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent à avoir de la sclérose en plaques. En effet. Exactement. Est-ce qu'on sait pourquoi de plus en plus de jeunes sont diagnostiqués avec la sclérose en Pas plaques? vraiment. Qu'est-ce qui fait qu'on en découvre plus? C'est peut-être parce qu'on a beaucoup l'imagerie, les scans. Oui, les scans, c'est ça nous permet d'investiguer un petit peu plus quand les gens ont des symptômes. Mais on ne peut pas mettre la cause directement sur un point. Il y a le manque de vitamine D, le manque d'ensoleillement aussi, et le fait que les gens consomment beaucoup de viande. Mais ce n'est pas encore prouvé. Il y a beaucoup de recherches là-dessus encore. Pourquoi justement, parce que l'argent va servir à la recherche, pourquoi est-ce qu'on doit financer la recherche? Il me semble que c'est une maladie qui est importante et qu'elle devrait s'auto-financer. Enfin, je pose la question, mais je connais les réponses. Il y a tellement de bonnes causes, plein de levées de fonds. Donc, à ce moment-là, pour faire avancer la recherche, on est obligé de solliciter les gens pour faire connaître en même temps la recherche aussi, puis supporter les gens qui sont atteints avec le montant qui est octroyé pour faire avancer la recherche. Moi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de femmes qui sont atteintes. Oui, et c'est le vrai. Canada est le pays où il y a le plus de sclérose en plaques. Justement, on parle de combien de personnes? Est-ce qu'on a un chiffre? On dit à peu près 100 000 au Canada, puis 20 000 Québécois qui sont atteints. Et à chaque année, il y a combien de personnes qui sont diagnostiquées de la sclérose en plaques? Avez-vous ce Je chiffre-là? n'ai pas ce chiffre-là, malheureusement, mais... C'est sûrement dans les milliers. Oui, oh oui. Parce que si on en a 20 000 Oui, au exactement. Québec... Avant de parler de la marche de l'espoir, parlons justement, est-ce qu'on a fait des progrès? Est-ce qu'on est en train d'avoir une meilleure qualité de vie? Est-ce qu'on peut éventuellement penser enrayer la sclérose en plaques? On est en bonne voie. Moi, je peux vous dire qu'il y a eu du développement au niveau de la recherche juste depuis les années 90. Avant ça, il n'y avait absolument rien. On était capable de soulager les gens, mais pas de stabiliser la maladie. On n'est pas en voie de trouver un remède, mais on continue à investiguer beaucoup là-dessus. Mais on est en train de stabiliser. Fait que ça donne une belle qualité de vie aux gens. Les gens qui anciennement avaient la sclérose en plaques décédaient après 10, 15 ans, 20 ans. Maintenant, les gens ont une belle expérience de vie. Là. Est-ce qu'on peut mourir de vieillesse plus que de sclérose en plaques? Oui. Ouais. Ah oui, vraiment? Oui, on est rendu à ce niveau-là. Bien, c'est déjà, disons, très... en tout cas, ça nous donne de l'espoir. Ouais. Vous faites quoi, la sclérose en plaques, la Société canadienne de la sclérose en plaques canadienne, ici à Laval, justement? On fait différentes levées de fonds durant l'année, mais les deux principales, c'est la Marche de l'espoir qui va avoir lieu le 29 mai. Qui a lieu partout, d'ailleurs. C'est pan-canadien. C'est ça, Pan-canadien. Au Québec, il y a 18 municipalités qui vont marcher à cette date-là plus précisément. À Laval, on a près de 600 marcheurs. Ça va se faire au 125 oui, je veux le dire, Parc des d'ailleurs. Prairies. Oui. Donc, on attend les gens à compter de 11 heures. Il y a un circuit de 3 km, un circuit de 5 km. Puis il y en a même pour les gens qui sont en fauteuil roulant. Là. Oui, c'est ça qui est intéressant parce que souvent, il y a des activités de levée de fonds, mais les gens qui sont atteints ne peuvent pas participer. c'est ça. Mais là, il y a un circuit où les gens qui sont atteints de la sclérose en plaques peuvent participer. Excusez-moi. Si j'ai moi-même la sclérose en plaques ou qu'un parent a besoin d'aide,
d'aide avec un proche, on fait quoi? Est-ce qu'on peut faire appel à vos services? Vous nous contactez à notre bureau au 450-663-4911. On a une ligne support, une ligne téléphonique. Il y a des gens aussi qui s'occupent à Montréal de tout gérer la province de Québec. Si quelqu'un a besoin de support, si, mettons, la ligne n'est pas disponible à notre bureau, ils prennent la relève aussi. Donc, l'argent sert aussi à ça. Oui. Décrivez-moi l'expérience de vivre une marche de l'espoir. C'est une belle occasion de joindre la famille, les aidants, des gens qui ont la sclérose en plaques. Et on a beaucoup d'animations durant la journée. Ça commence vers 8 heures. Il y a de la musique, il y a un DJ, il y a beaucoup de fournisseurs qui vont offrir les repas durant la journée aussi, le déjeuner, le dîner. Ça La dure marche combien de commence temps? à 11 heures. C'est ça? Ça se termine vers midi. OK. Donc, c'est une belle façon agréable de passer la journée à l'extérieur. Puis vous avez quoi comme objectif cette année? C'est un objectif de 110 000 L'année passée, on a ramassé 100 000 Là, on vise 110 000 C'est difficile d'aller chercher de l'argent de ce temps-ci. Il y a beaucoup de levées de fonds, mais Ouais. toutes les causes sont bonnes. Alors, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. La Marche de l'Espoir SP, c'est le dimanche 29 mai, dès 8h30. Vous vous rendrez, ou vous vous rendez, dis-je, au gymnase de l'école Monte-la-Salle. Le départ, comme l'a dit Mme Bernatchez, est à 11h au Parc des Prairies, qui est situé au 125 boulevard des Prairies. Est-ce qu'on peut s'inscrire le matin même? Vous pouvez vous inscrire le matin même. Vous pouvez aller sur le site C'est aussi, ça. Marche de l'Espoir, puis vous inscrire. Il y a beaucoup d'équipes. Ils font ça en équipe, les gens aussi. Ils viennent soit en famille. marchedelespoir.ca, c'est Oui, ça? .ca, C'est ça, hein. exactement. Et sinon, ben, je peux vous donner le numéro de téléphone pour que les gens puissent vous appeler directement. Exact. 450-663-4911. Alors, 450-663-4911, poste 1 pour avoir tous les détails. Je vous souhaite une sacrée belle journée le 29 mai, mais Merci. surtout d'accumuler le plus d'argent possible pour nous aider avec Oui, cette pour la problématique. recherche. Merci. Merci, Mme Bernatchez. Merci. Aujourd'hui, on parle de service bénévole d'entraide de Vimont-Auteuil avec Pierre et Roselyne. Comment ça va? Ça va matin, bien, ça va très ça va bien. bien. Toi, Laurence? Ça va super bien, moi aussi. Super. Parfait. Bon, moi, je veux savoir, c'est quoi exactement ce service bénévole-là? Oui. Service bénévole d'entraide Vimont-Auteuil. On est un organisme communautaire desservant les gens de Vimont, Auteuil et Sainte-Rose. On offre des services en maintien à domicile. Donc, pour aider les personnes âgées ou autres qui sont en perte d'autonomie à demeurer chez elles le plus longtemps possible. OK. Puis comment, là, vous offrez plusieurs services, Oui. dont Papote roulante? Papote roulante, le principal. Le principal. Papote roulante, accompagnement transport médical. Donc, on a des bénévoles qui vont chercher à domicile les Ouais. personnes, qui restent avec eux lors OK. de l'attente, qui ramènent chez eux. Donc, ce n'est pas un taxi, c'est vraiment C'est vraiment comme un l'accompagnement. accompagnement. Ouais, ouais. On a la même chose, accompagnement à l'épicerie. Ah, On a, oui, ça aussi. Ça, hein, c'est fun. quand tu es en perte d'autonomie, tu ne peux plus conduire, qu'est-ce que Mais tu c'est fais? vrai. Alors, tu vas. mais on oublie ça C'est parfois. ça, Hein? c'est très important. Ouais. On a, à part de ça, des téléphones de sécurité, téléphones d'amitié, visite amicale. Bon, téléphone d'amitié, c'est vraiment si on a besoin de parler à quelqu'un. Oui, c'est pour établir un lien avec quelqu'un, parce que quand tu es en perte d'autonomie, tu es toute seule chez toi, c'est long. Alors, on a mis sur pied ce téléphone-là. Téléphone d'amitié, c'est vraiment un contact plus intime, je peux Ouais, dire, là, qui s'est établi au fil des ans. Et ça dure une demi-heure. Comment ça va cette semaine? OK. Bon. Tandis que le téléphone de sécurité, c'est vraiment très court. Bonjour, Madame Tremblay, ça va bien ce matin? Vous avez bien dormi? Ouais, moi, ça, Avez-vous vous êtes pris vos correct, ouais. médicaments? OK, on se rappelle demain. C'est ça la différence entre les deux. OK. Alors, ça peut commencer par téléphone de sécurité et devenir... Puis téléphone d'amitié, est-ce que c'est toujours la même personne qui On répond? a une bénévole qui fait ça et qui Je fait comprends. les deux. Et, Elle fait pour tout le monde qui veut la... Ah oui, c'est ça. Et elle le fait depuis des années. Alors, Oh elle mon Dieu, appelle... Seigneur. Écoute, elle Elle fait des doit être téléphones. occupée. Elle est occupée, mais elle aime son monde, puis elle connaît chaque client. Puis c'est ça qui est le fun. C'est vrai. Tu sais, Tu crées fait un que là, lien, ouais. le lien de confiance s'établit. Et puis, il y a énormément de solitude. Alors, ces téléphones-là, même si c'est très court, ou les téléphones d'amitié, tu établis des liens. C'est sûr. Et là, ça brise cette solitude-là. Ouais. Puis, bon, là, vous avez... On parle de téléphone d'amitié, téléphone de sécurité. Et, on a aussi des dîners communautaires le mardi. OK. Alors là, il y a plein de monde, il y a entre 50, 60, des fois un peu plus que ça, qui viennent dîner chez nous. OK. Alors là, c'est la même chose. Hein? Tout le monde se rencontre, ça se parle. Puis comment ça va? Comment va ton petit? Puis ton mari? Comment ça va? C'est fun. Ah non, c'est très, très important. Et puis, alors là, ils ont un bon dîner, soupe,
repas principal, dessert, tout est fait chez nous. Et après ça, ça joue aux cartes ou ça joue au bingo. Très Ça s'en fun. va tranquillement, puis c'est ça. C'est très, très Ah, c'est bien pour les gens. convivial, c'est Ouais. fun. Et puis, à part de ça, on a un très beau programme qui s'appelle le programme Sortir à son goût. Alors là, ce sont des bénévoles qui vont chercher des personnes chez elles et qui les amènent au restaurant. Cool. Alors, Ah, ça, c'est une fois fun. par mois. Toujours Il la ne faut pas oublier c'est ça, de faire des activités, c'est ça. de faire des Non, non, goûters. c'est ça. Il ne faut pas l'oublier. Puis bon, on n'a pas beaucoup parlé de la popote roulante. La Ouais. popote roulante, elle offre des repas tous les jours. Tous les jours, 5 jours semaine. Vimont-Auteuil, c'est 5 jours semaine. Ouais. Sainte-Rose, c'est 3 jours semaine. OK. Parce qu'il y a la popote artisanale de Sainte-Rose qui fait Qui le fait aussi. mardi OK. et jeudi. Et l'été, on reprend la popote de Sainte-Rose, donc on y va 5 jours semaine l'été. OK. Donc, c'est la même chose que pour les repas communautaires. Soupe, bonne soupe chaude, Ouais. repas principal, dessert, livré chaud chez vous. Wow. Et je pense qu'on a en ce moment autour de 400 personnes qui reçoivent, qui ont On livre ça reçu comment? des bénévoles. Mais ce n'est pas 400 personnes là, toutes les semaines. Au cours de OK. l'année, on a. Mais en ce moment, on a entre 100 et 150 personnes là, C'est bravo. qui livrent la popote roulante, 5 jours semaine. Et ce sont des bénévoles. Bien, c'est sûr qu'on Alors, va en parler écoute, de bénévoles. Et voilà, oui. On cherche toujours des bénévoles. On cherche Hein? toujours des bénévoles. Notre personnel bénévole, présentement, on en a à peu près 140 personnes OK. de tout âge, mais de plus en plus vieillissants, qui font OK. quand même du bénévolat. Lorsqu'on fait la livraison des repas, c'est divisé par route selon les secteurs. On en a 15, 20, 25 à livrer. Ouais. Ça prend toujours un chauffeur qui peut conduire le véhicule, Ouais. connaître le secteur, et ça prend une personne pour l'accompagner. On livre les repas, comme mentionné, toujours là, une soupe chaude, un repas principal, ainsi qu'un dessert. Les gens nous attendent, nous accueillent. sûr. Je pense que notre devise, là, c'est ça, c'est qu'on aime notre clientèle. On s'occupe ouais. de ces gens-là. C'est sûr. Mais des bénévoles, ça nous prend de la relève parce que les vieillissantes, nos C'est ça, est-ce que bénévoles... vous cherchez des bénévoles plus jeunes avec, on se parlait un peu tantôt, avec des plus gros bras? Moi, là, oui, ma clientèle idéale, là, c'est les jeunes retraités. OK. Je vise là, des secteurs particuliers là, par expérience. Ouais. Moi, je vise là, les policiers retraités. OK. Je suis un ancien policier. Qui sont en forme. En là. forme C'est ça. physique, capable de marcher, se déplacer, l'hiver, se déplacer dans Ouais. la glace, les marches qui ne sont pas nécessairement C'est vrai. déneigées. Qui ont Donc, assez d'énergie aussi, qui ont de tu sais. l'énergie, les jeunes policiers retraités, les pompiers retraités, les gens de Ouais. Vidéotron, Hydro-Québec, ces gens-là là, sont normalement en bonne santé physique. On a besoin d'eux autres absolument. Puis C'est pas ouais. énorme ce qu'on leur demande. Là. J'imagine. C'est à peu près, pour une livraison de repas, c'est à peu près 2 heures de bénévolat cette journée-là. Mais il y a certains événements que durant l'année, on a du matériel à déplacer, des boîtes de linge, des tentes installées. Et là, ce que je dis dans mon langage, j'ai besoin de bras. J'ai besoin de gens forts physiquement qui sont capables de déplacer des tables, des chaises. Ne serait-ce que de faire du bénévolat juste pour cette activité-là. Là. Moi, je vais être content. Ben, moi, je vais vous en être trouver des très bras. Il y heureux. en a quelques-uns peut-être dans le studio que je vais les envoyer. Sûrement. Vous aider. Ils ont des bons bras. Quelques-uns aussi. là. Quelques-uns aussi. Moi, j'ai des bons bras aussi, je pourrais Absolument, faire, absolument. On a besoin de Des filles, là. gens, des organisations qui voudraient nous aider. Une journée particulière, Ouais. on organise un bazar à l'extérieur. C'est 2-3 jours de préparation. Il faut sortir le stock, le rentrer, ces choses-là. Et on a besoin des bras. J'ai oublié quelque chose Oui. d'important. On a une friperie. Aussi, mon Dieu. Écoute. Non seulement il fallait Hey, non, non, fallait qu'on non, les non, habille, non, ces écoute, gens-là. hein? hey, Oui. Il faut les habiller, puis il faut aider la communauté. Alors, Parfait. prix très réduit, belle friperie, boutique, 6 jours semaine. Puis si on veut avoir toutes vos informations, vous avez un site Internet? On a un Facebook. Un Facebook? On est sur Mon Dieu. Facebook. Oui, On est oui. techno en plus. Yes. Ah, On on est veut- techno. Ah, vous Mais avez un Facebook? Et je peux vous donner notre numéro de téléphone. Ben oui. 450-662-1341. On est à Vimont, sur la rue Il sera en Aladec. bas de l'écran. Merci beaucoup Merci. d'être dans le studio avec nous. Merci À la beaucoup. prochaine. À la Merci, prochaine. madame. Bonne journée. Savez-vous quelle est la différence entre faire affaire avec un courtier immobilier et un agent immobilier? Moi, j'en ai aucune idée, mais heureusement, elle est là pour nous.
faire la différence entre les deux et surtout nous éclairer sur le sujet, c'est notre chroniqueuse immobilière, Cassandra Prainville. Bonjour. Bonjour, Cassandra. C'est la question. D'abord, on part comme ça. C'est quoi la Mais différence oui. entre un agent et un courtier immobilier? En fait, il n'y en a plus depuis 6 ans. Depuis le 1er mai 2010, OK, les agents et les courtiers ont les rôles similaires. Avant, un agent, c'était plutôt un intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur et tout ça. Et il travaillait pour un courtier immobilier qui avait son propre cabinet où il était affilié avec une bannière. Un bureau, en fait. Un bureau. OK. Et le courtier, lui, il était en charge de plusieurs agents immobiliers. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, les agents et les courtiers ont les mêmes tâches, les mêmes rôles. Donc, lorsque vous avez une maison à vendre ou bien vous voulez acheter une propriété, vous allez mandater un courtier immobilier. Donc, c'est le terme approprié. Donc, c'est toujours un courtier. L'agent, ça n'existe plus. Le terme est encore employé parce que les gens sont habitués, mais le vrai terme à employer, c'est vraiment un courtier immobilier. Bon, comment fait-on justement pour trouver un bon courtier ou une bonne courtière, je ne sais pas si ça se dit au féminin, immobilier? Tout d'abord, c'est vraiment par référence, bouche à oreille. Et de deux, vous pouvez faire des recherches sur les sites web, tout ça, regarder où est-ce qu'ils sont situés, leur poser des questions aussi. Donc, pour trouver un bon courtier, prenez le temps de bien poser des questions. Regardez si toutefois vous avez une affinité avec le courtier parce que vous aurez un entretien au moins pendant les 6 prochains mois, la durée de la vente de la propriété. Donc, c'est bien important d'avoir une bonne entente avec le courtier immobilier. Ça, c'est si on veut vendre sa propriété. Que vous voulez vendre ou que vous voulez acheter, le courtier, lui, doit bien comprendre vos besoins aussi. Donc, c'est bien important une bonne communication entre les deux. Puis c'est un contrat qui lie les deux parties pour combien de temps habituellement? En général, c'est pour une durée de 6 mois, mais c'est négociable aussi. Okay. Donc, si vous avez besoin des services d'un courtier pour 3 mois, c'est à négocier. Mais habituellement, les gens ils prennent pour 6 mois. Si au bout de 6 mois, il n'y a pas eu de vente ou d'achat, est-ce qu'il y a quand même un service à payer? Oui. Ça, je ne peux pas me lancer là-dessus pour confirmer, mais je sais que les services devront être effectués selon le contrat, mais tout ça, c'est négociable. Donc, si toutefois vous désirez offrir un montant pour les services rendus, les heures travaillées, parce qu'il y a des recherches qui ont été effectuées durant les derniers mois, alors c'est à l'entretien initialement, sur le contrat, vous allez définir ce genre de points-là. C'est à la discrétion du propriétaire, de l'acheteur ou vendeur, peu importe. Donc, c'est à la discrétion du propriétaire. Quand on a une maison, qu'on veut la vendre, on ne sait plus maintenant si on doit la vendre soi-même ou la vendre à travers justement un courtier. C'est quoi la différence entre les deux? Où est-ce que ça serait le mieux? Parce que quand même, le courtier, il se prend une bonne part là, dans la vente de la maison. Oui, c'est vrai. Il faut prendre en considération que la commission aussi, elle est négociable. Il y en a qui peuvent dire 6 % et tout ça, mais encore là, le propriétaire peut décider, OK, mais moi, je voudrais voir un peu à la baisse un certain pourcentage qui serait accepté par les deux parties. Dépendamment de la valeur, bien sûr. Dépendamment de la valeur de la propriété bien aussi. Sûr. En ce qui concerne la vente de la propriété exécutée par le propriétaire, il faut que le propriétaire soit bien informé, qu'il soit bien entouré, parce que souvent, les propriétaires, ils veulent sauver des sous pour éviter la commission. En économisant, mais est-ce que le propriétaire est bien informé de la stratégie de marché? Est-ce qu'il y a le bon entourage? Souvent, les propriétaires, les problèmes qui peuvent survenir, qu'il va surévaluer sa propriété parce qu'il sait, oh, j'ai investi dans tel truc, j'ai investi dans la toiture et tout ça, donc ma maison vaut tant. Puis on achète aussi, en quelque sorte, d'abord les talents de cette personne-là, hein, ses connaissances, mais aussi une certaine forme de protection quand on vend à travers un courtier, non? Tout à fait. Qu'on vend ou qu'on achète, là. Qu'on vende ou qu'on achète, le courtier, lui, immobilier, il est dans une bonne position, dans une meilleure position que le propriétaire, de mieux vous informer. Puis il y a un code d'éthique aussi à respecter. Exactement. Donc, il va savoir les clauses à respecter, à mettre dans une offre d'achat, à retirer. En fait, lui, il va protéger son client. Donc, c'est une meilleure intervention pour être certain de bien vendre son produit et de la manière la plus appropriée. OK. Malgré tout ce que tu viens de me dire là, si je décide moi-même de vendre ma maison, est-ce que c'est quand même une opération risquée ou ça peut se faire? Ça peut se faire.
mais il faut bien être outillé. C'est pas un jeu pour les novices non plus. Donc, c'est bien de renseigner quelle est notre clientèle cible, à qui je veux vendre la propriété. Quels sont les genres de famille, on va dire, est-ce que c'est une propriété que je veux vendre à un couple ou à une famille avec des jeunes enfants? Donc, c'est bien important d'évaluer notre propriété, aussi de faire des comparatifs dans le secteur. Puis d'avoir aussi des inspections, j'imagine, sur la maison pour se protéger aussi de défauts qui pourraient peut-être apparaître plus tard. Exactement. Une inspection, c'est toujours l'idéal. C'est toujours de faire une inspection avant de faire l'achat d'une propriété. Soit par l'acheteur ou par le vendeur. Exactement. Mais plus souvent par l'acheteur. Bien, plus souvent par l'acheteur lors d'une nouvelle acquisition, oui. OK. Bien, on a fait le tour pour cette semaine. Bien, on va se oui. reprendre la semaine prochaine. Si vous avez des sujets à soumettre à Cassandra, vous ne vous gênez pas. cassandra.prinville@tvrl.ca pour justement joindre Cassandra directement. Merci, à la semaine prochaine. Merci à vous. À la semaine prochaine. L'organisme Équilibre est un organisme à but non lucratif qui promouvoit et qui aide à diminuer les problèmes reliés au poids ou à l'image corporelle. Chaque année, depuis 2011, l'organisme décerne un prix à une entreprise québécoise qui s'est particulièrement illustrée pour promouvoir la diversité du corps dans les domaines des médias, de la publicité ou de la mode. Et il y a un jury qui est organisé pour décerner ce prix-là. Et aujourd'hui, on rencontre une membre du jury. Bonjour. Bonjour, Brianna Legault. Tu as quel âge? 14 ans. Et est-ce que tu peux me dire quelles raisons t'ont amené à faire partie du comité? En fait, quand j'étais un peu plus jeune, j'ai beaucoup reçu d'insultes, de moqueries par rapport à mon physique. Puis, en voyant que je pouvais aider à changer les choses, ça m'a vraiment motivée à m'impliquer parce que je voulais pas que ça arrive à d'autres personnes puis que ça se reproduise parce que je comprenais pas pourquoi ça m'était arrivé, pourquoi ça arrivait à certaines personnes. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, ça, de faire partie de ce comité-là? Un grand sentiment de confiance, de fierté, parce que je voyais que c'était possible, petit à petit, de changer les choses, que j'étais pas tout seul dans ma situation, qu'il y avait d'autres personnes comme moi qui avaient vécu certaines choses ou qui voulaient essayer de changer les choses. Puis c'est ça. Puis, je pense que ta sœur fait partie aussi du comité. Est-ce que ça aussi, ça t'a influencé? C'est une bonne initiative de sa part aussi? Oui, ça m'a vraiment influencée parce qu'au départ, c'était elle qui faisait partie de ça. Après ça, elle me l'a montré, puis de pouvoir en parler avec elle, puis de m'impliquer avec elle, ça m'a motivée encore plus parce que c'était un point en commun qu'on pouvait parler, puis qu'on avait en commun. Puis c'est ça, c'était vraiment... Ça a amené la discussion, ça a aidé à la discussion. Puis qu'est-ce qui t'a le plus amusé dans la sélection des participants? Au départ, on devait choisir nous-mêmes 5 finalistes parmi ceux qu'on avait reçus, puis après on en discutait avec le jury. Puis de vraiment voir chaque point de vue de chaque personne, que peut-être qu'on n'avait pas pensé sur chaque initiative. C'était vraiment le fun parce que c'était comme j'avais pas pensé à ça, mais c'est vraiment un bon point. Peut-être que ça rajoute de bons côtés à cette initiative-là qu'on n'avait pas pensé, puis que ça pourrait être un bon finaliste. Puis, est-ce que tu as trouvé qu'il y avait beaucoup de finalistes ou est-ce qu'il y avait beaucoup de participation? Trouves-tu que les entreprises québécoises font quand même beaucoup d'efforts pour aider cette cause-là? Vraiment, il y avait beaucoup d'efforts, il y avait plusieurs idées originales, des initiatives totalement différentes l'une des autres. Puis on voyait que chaque entreprise qui avait fait ça, il avait fait avec tout son cœur, puis qui était vraiment motivé à vouloir faire une différence. D'accord. Et puis là, tu as une invitation à faire au Lavallois, je crois. Donc, allez voter sur le site votepourleprix.ca. On vous indique clairement chaque finaliste, puis c'est vraiment important d'aller voter parce que ça peut tellement aider à changer les choses petit à petit, même si c'est juste pour le Québec. Puis c'est ça. Et la soirée qui va décerner le grand gagnant, est-ce que tu connais la date aussi? Oui, c'est le 26 avril, puis c'est ça. Donc, il y a le jury, il y a les entreprises finalistes qui sont là, puis d'autres membres de l'industrie. Merci, puis félicitations pour ton implication. J'espère que ça va inspirer plein de jeunes.
Cette semaine, Nicolas Vincent Poirier nous fait la critique non pas d'un film, mais d'une populaire série sur Netflix, House of Cards, dont la saison 4 vient tout juste d'être mise en ligne d'ailleurs. Salut Nicolas! Salut! House of Cards, donc 4 saisons de 13 épisodes et il y a même une 5e saison qui est annoncée pour 2017. Oui, tout à fait. Avant même que la 4e saison sorte. Et pour ceux qui n'auraient pas vu House of Cards et qui se demandent qu'est-ce que c'est, je ne peux pas en dire beaucoup parce que, bon, j'ai écouté les 4 saisons puis je ne veux pas vendre de punch. Disons que c'est l'histoire de deux personnages particuliers, Frank Underwood et Claire Underwood, joués par Kevin Spacey et Robin Wright. Et c'est un couple qui sont en politique et leur but, c'est d'atteindre la Maison-Blanche, c'est que Frank Underwood devienne président. Et ils ont un plan, on comprend qu'ils ont ce plan-là depuis très, très, très longtemps. Et c'est un plan machiavélique, diabolique. Écoute, appelle ça comme tu veux, mais à plusieurs reprises, on embarque dans d'autres choses que juste un simple drame politique. Je peux pas en dire plus, je ne vais pas vendre de punch, là, mais c'est tellement bon comme série. C'est une des meilleures séries que j'ai vues de ma vie. Puis d'ailleurs, elle est classée parmi les meilleurs de tous les temps jusqu'à présent. Oh oui, les meilleurs de tous les temps, dont Netflix a été très avant-gardiste d'avoir pris cette série-là. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre d'où est-ce que ça vient, ça, cette histoire-là. C'est Michael Dobbs, quelqu'un qui a travaillé pour Margaret Thatcher, qui était chef de son cabinet, qui a écrit en premier, c'est une trilogie de romans avec la même base. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont transformé ça en série télé britannique. C'est des mini-séries de 4 épisodes. Et déjà là, lui, Michael Dobbs, qui a travaillé pour Margaret Thatcher, il savait, c'est sûr qu'il comprenait comment la politique fonctionnait. Il s'est même basé, je suis sûr, sur certains trucs qu'il a vus. Mais après ça, les Américains ont décidé de prendre cette série-là et Bo Williamson, qui est le showrunner de cette série-là, a adapté pour un public américain. Et Bo Williamson, lui aussi, a travaillé un peu en politique. Il a été à la campagne de Hillary Clinton. Donc, c'est quelqu'un qui connaît ça aussi, qui connaît le milieu. Donc, il a apporté on peut dire, ses propres anecdotes à lui dans un sens. Et quand cette série-là a été développée, c'est sûr qu'ils ont approché toutes sortes de postes comme HBO, Showtime, mais tout le monde voulait un pilote. Ouais. C'est ça, c'est normal. Et quand ils ont présenté ça à Netflix, la réaction de Netflix a été tellement simple et parfaite. Ils ont juste regardé dans leurs données, parce que tous ceux qui sont abonnés à Netflix, vous remarquerez ça, plus vous me donnez votre cote sur un film, parce qu'on peut donner notre les étoiles. C'est ça, oui. 5. Et plus on fait ça, plus Netflix va nous proposer du contenu pour nous et avec des mots-clés quand même assez personnalisés. Il y a des centaines et des centaines de mots-clés. Et en regardant dans leur banque de données, Netflix a été capable de dire, OK, oui, ça marcherait pour notre public. Ils n'ont pas demandé un pilote, ils ont dit, go, on veut les 2 premières saisons. Ils ont commandé tout de suite 26 épisodes. Tout de suite, 26 épisodes. Qu'est-ce que ça a coûté, 26 épisodes? Il y a une rumeur comme quoi les 2 premières saisons ont coûté 100 millions. Sans savoir si ça serait un hit, ils ont investi ça. Ils pouvaient se le permettre. C'était déjà évalué. Ils ont besoin d'à peu près 500 000 nouveaux abonnés à cause de ça. Et ça peut fonctionner. Et bon, finalement, il y en a eu plusieurs millions de plus. Est-ce que c'est dû uniquement à ça? Je ne sais pas, mais quand même, Netflix commence à être très populaire grâce justement à toutes les émissions originales qu'ils proposent. Et ce qui est spécial, c'est que la première émission originale que Netflix a proposée, c'était 2 ans avant, Lilyhammer en 2011. Et c'était un tout petit budget. Là, on parle de 5 millions pour la première saison. Donc, de passer à ça à, une 50aine de millions par saison, il fallait le faire. Oui, tout à fait. Et puis là, tu veux pas trop nous en dévoiler, c'est correct. Moi-même, j'ai pas vu House of Cards, mais je veux vraiment le regarder. C'est juste que c'est le temps qui me manque, malheureusement. Mais tu peux nous dire, en fait, que, bon, ça parle de corruption, tout ça, dans le milieu politique aux États-Unis. Et ce que tu es en train de nous dire, c'est que ça peut révéler assez bien la vraie situation de qu'est-ce qui se passe. Moi, je pense que oui, c'est sûr, pas tout. Quelqu'un qui a regardé les 4 saisons, oui, il y a des choses qui ont pas vraiment de sens, mais il y a beaucoup de choses, comment ça se passe vraiment dans les coulisses. Moi, je suis sûr que ça ressemble un petit peu quand même à la réalité.
Et pour un programme original comme ça pour Netflix, c'est de qualité, c'est incroyable à quel point c'est de qualité. Et je donnais un exemple, la 2e saison, on parle de 150 jours de tournage. C'est quand même énorme. Et la 5e saison va arriver au mois de février l'année prochaine. Est-ce qu'il va en avoir une 6e? Peut-être que oui. Le seul problème, c'est que Kevin Spacey a dit à quelques reprises qu'il était un petit peu tanné, justement, de tourner de la télé comme ça, parce que 150 jours de tournage, c'est intense. L'avantage pour les comédiens, pour les acteurs, c'est que tu peux beaucoup plus approfondir ton personnage qu'au cinéma, que c'est juste 1h30, 2 heures. Là, tu as 6 saisons pour créer un personnage machiavélique avec plusieurs couches et plusieurs... D'ailleurs, c'est ce qui a fait que le réalisateur, un des producteurs et le réalisateur des 2 premières émissions, David Fincher, est embarqué là-dedans. C'est pour approfondir les personnages. Et ça, c'est quelque chose qui est particulier parce qu'on ne voit pas ça tant que ça au cinéma parce qu'on a 2 heures pour approfondir une histoire, les personnages. Puis là, on a des heures et des heures. Bien, tout à fait. Bien, merci Nicolas. House of Cards, 4 saisons disponibles maintenant sur Netflix. Ça conclut notre émission pour cette semaine. Si vous aimeriez faire parler de vos événements, votre association, votre organisme, ne vous gênez pas, contactez l'équipe de Laval et compagnie. Oui, tout d'abord par téléphone au 450-490-4089 ou par courriel à info@commercial-tvrl.ca. Si vous désirez revoir ou partager nos émissions sur le web, prenez note qu'elles sont toutes en ligne à tvlaval.com ou sur YouTube. Bien, merci à tous ces invités qui se sont déplacés ici en studio, de même que nos excellents chroniqueurs et chroniqueuses et l'équipe de réalisation et de production. Et n'oubliez pas qu'une ville, peu importe sa taille, ce qui la garde vibrante et vivante sont ceux et celles qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Oui, je pars à Vancouver demain. Je serai de retour à temps. Enfin! Enfin! OK. Bon, ben à la semaine prochaine, tout le monde. Merci d'avoir été là.